Tout est parasite, j'allais dire. Ce sont des êtres vivants, donc qui peuvent être des virus, des bactéries ou ce qu'on appelle les parasites, qui vivent à nos dépens. Alors ils peuvent être opportunistes, ils peuvent être saprophytes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être inutiles mais ne nous faisant pas de dégâts. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je reçois ce matin le professeur Philippe Imbert. Bonjour et bienvenue professeur. Bonjour monsieur, merci. Professeur de médecine interne et dermatologie, ancien chef de service de dermatologie de l'hôpital universitaire de Besançon. Vous êtes un médecin qui pratique la médecine, pas pour l'argent, ça existe encore ? Oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de médecins, et parmi les plus jeunes aussi, oui. Ah bon ? Ah oui. Moi, j'en rencontre pas beaucoup. Ah bon. Enfin, il y en a, pas de moins en moins, on va dire. J'ose le croire et je l'observe encore dans nos régions provinciales, on va dire. Voilà, peut-être qu'à Paris, on cède plus au déconventionnement et au dépassement d'honoraires. C'est possible. Vous publiez Les Parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps chez Guy Trédaniel, que vous montrez à la caméra. Un livre que vous dédiez entre autres à ceux qui sourient à l'évocation des parasites et aux membres des conseils de l'ordre des médecins pour des efforts qu'ils ont, comme tout un chacun, à faire. Oui. Chacun en prendra pour son garde. Il y en a pour tout le monde, pour les médecins, il y en a pour moi également, donc il n'y a pas de souci. D'accord, bien. Charité bien ordonnée commence par soi-même, comme on dit. Alors, est-ce que vous vous souvenez depuis quand vous vous intéressez aux parasites ? Je crois que j'avais 6 ans, je pense, parce que ma maman, qui était institutrice, elle ne connaissait rien en médecine, elle savait que quand on était excité, énervé en tant que gamin, elle me dit « tu dois avoir des vers ». Et ça c'est resté dans mon esprit. Et j'ai très vite mis en relation les démangeaisons sur le corps, voire même l'urticaire avec la présence de vers. Ce qui n'était pas... À 6 ans ? Oui, à 6 ans. Ah oui, c'était pas commun. Non, ouais. Mais c'était logique. Je trouvais ça logique. Et puis vous faites partie, pardon de vous interrompre, mais de la génération qu'on purgeait régulièrement ou plus ? Qu'on purgeait régulièrement, peut-être pas, mais qu'on purgeait chaque fois qu'elle sentait qu'il y en avait besoin. D'accord. Donc déjà, vous étiez familiarisé, vous avez été purgé, vous ? Oui, exactement. Puisqu'on apprend dans votre livre que jusque dans les années 60, les enfants ont été régulièrement purgés. Exactement. À chaque changement de saison, quasiment. On parle de la pleine lune, de choses comme ça. Alors, quel rapport ? Vous expliquez le rapport qu'il y a entre la purge et la pleine lune, mais pourquoi ? Alors, ce sont des observations d'anciens, de grand-mère. De grand-mère, qui pensent que... Voilà. Qui pensent que... qui pensent que les parasites vont s'amplifier et s'exciter à ce moment-là. Et que c'est le moment pour les tuer. Bon, donc à 6 ans, vous vous intéressez aux parasites. Oui. Vous en avez fait votre profession. Oui, après. Et vous racontez comment votre grand-mère, alors là, c'est pas votre mère, nettoyait les pissenlits. Oui. Ah, c'était formidable. Elle avait une petite cuvette dans l'évier en pierre, vous imaginez. C'était l'évier de la cuisine, le seul point d'eau de la maison. C'est là où on faisait sa toilette le matin, c'est là où on préparait la cuisine à midi. Bien entendu, avec beaucoup d'hygiène. Et bien, dans la petite cuvette, elle mettait la salade, le pissenlit, et je la voyais prendre le petit berlingot d'eau de javel, et mettre 2-3 gouttes, et de laisser tremper, et de tout laver. Et je lui demandais pourquoi. Elle me dit, je nettoie pour les parasites. Elle savait les parasites. Elle n'en avait jamais vu, mais elle se doutait qu'il y avait des œufs, qu'il y avait des larves sur ces végétaux. Les anciens avaient un bon sens qu'on a perdu quand même. Oui, c'est vrai. Ça m'a toujours marqué. Et cette grand-mère avait du bon sens et elle faisait ça régulièrement. Du coup, moi, j'ai pris l'habitude. Maintenant, quand je prends une pomme, je vais au robinet et je mets un petit peu de gel moussant, vous savez, pour les mains. Sur la pomme, je fais bien mousser, je nettoie donc. Et je rince bien sûr, j'essuie. Et là, je mange une pomme qui est totalement propre. C'est pas plus simple de l'éplucher ? Oui, c'est plus long. Non, mais j'en sais rien, non, je sais même pas si ça passe pas la peau d'ailleurs. Oui, là aussi, il pourrait rester sur les petits morceaux de peau. Ça pourrait rester. Mais, oui. Mais c'est une habitude que vous avez. C'est une habitude, oui. Bon, des parasites, vous en voyez partout alors ? Oui, j'en vois très souvent. Ah, oui, je pense qu'à mon cabinet, j'en vois au moins 9 fois sur 10. Mais dans votre vie, est-ce que vous n'êtes pas atteint d'une pathologie du parasite ? Non, parce qu'il y a des gens qui voient des parasites partout. Oui, alors il y a une maladie psychiatrique, il faut faire attention, qui s'appelle la maladie d'Ekbom, une parasitophobie. Alors là, c'est un trouble mental qui survient pendant une période. Et malheureusement, j'ai vu une personne que je connaissais bien, qui est un artisan qui travaillait pour moi, une personne remarquable. Et puis un jour, elle vient me voir à la consultation en me racontant que
une angouste était rentrée dans sa bouche, donc c'est pas un parasite, mais c'est un peu le même modèle, et que les morceaux de coquille ressortaient par les boutons d'acné. Vous voyez qu'il avait montré les boutons. Et du coup, il était arrivé avec des bouteilles complètes de Coca-Cola. Il faisait des bains de bouche au Coca-Cola et il récupérait pour me montrer des petits fragments d'herbe ou de choses comme ça qui se trouvaient entre ses dents, mais rien à voir avec de la coquille ni avec des parasites. Mais il était persuadé. C'est une maladie psychiatrique. Et là, c'est psychiatrique. Voilà. Il a eu un choc psychique. Vous expliquez que la parasitologie est encore trop peu développée en médecine, très peu enseignée dans les écoles de médecine également. C'est en 3e année. Exactement, 3e année. Donc, on n'a pas encore vu les patients, on ne connaît pas les histoires cliniques, on ne sait pas ce que c'est qu'une maladie, et on nous apprend, à côté des virus, des bactéries, la parasitologie. Et là, on nous décrit des êtres vivants avec une tête, un corps, comment ils se reproduisent, et comment ils migrent. Donc, c'est purement théorique. Et oui, normalement, on doit retenir des choses. C'est la migration des parasites qui passe par les poumons et qui redescend dans la gorge. Et aujourd'hui, j'ai encore récemment des personnes qui ont, au milieu de la nuit, récupéré un ascaris long comme ça, dans la bouche. C'est quoi un ascaris ? Il faut expliquer aux gens. C'est un verre un peu gluant, blanc rosé, qui ressemble un peu à un ver de terre, mais humide, vous voyez, tout gluant. Et comme il passe par les poumons, et ça peut donner une pneumopathie, pendant 3 semaines, vous allez tousser, une toux sèche, et souvent, le docteur ne va pas savoir ce que c'est. Et puis quand il redescend, s'il reste bloqué dans la gorge, vous l'avez entre les mains. Alors, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, mais il y a des causes, on les attrape, et effectivement, souvent, ce sont des animaux qui sont vecteurs de ces parasites. Oui. Donc, c'est parce que la végétation aujourd'hui pousse les jardins avec des engrais animaux et même des engrais humains parfois. Donc comme tous ces parasites se trouvent dans l'intestin, dans les selles, dans les matières fécales, on va les retrouver sur les aliments. En médecine, les choses ne sont pas toujours comme on le voudrait. Toute maladie a une cause qu'il faut rechercher avec détermination, méthode et parfois acharnement. Et c'est ce que vous faites. Et vous déplorez, vous, que trop peu de médecins, ce qui vous a valu quand même quelques ennuis, se penchent et fassent des recherches du côté des parasites. Oui. Alors, en général, s'intéresser aux raisons pour lesquelles les patients ont des symptômes. Prenons les symptômes intestinaux. J'ai des ballonnements, j'ai des gaz, j'ai des douleurs abdominales, j'ai de la diarrhée ou de la constipation. Si ça se termine avec des médicaments fonctionnels, des Brida, des choses comme ça, c'est un peu dommage. Par contre, avec un bon interrogatoire, un examen clinique, on va trouver la cause de cette pathologie. Et donc, on est bien plus efficace, surtout pour l'avenir. C'est vrai que les médicaments, sur le moment, si ça arrive une fois ou deux, ça peut passer. Mais si c'est continu et que ça dure depuis 10 ans, la personne, le patient, il attend autre chose du médecin. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, la médecine est habituée à soigner des symptômes. Et c'est ça. C'est peut-être un tort de cette médecine moderne. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le temps. Les médecins n'ont pas le temps parce qu'ils ne sont pas payés autant qu'ils le devraient mettre pour les malades. Donc, ils sont payés à la hauteur d'une consultation de 10 minutes. Et ça, c'est triste. Et comme ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'il y a beaucoup de malades qui arrivent, eh bien, les consultations ne durent que 10 minutes. Comment pouvez-vous questionner un patient en 10 minutes, en même temps voir toutes ces prises de sang des 20 dernières années? Oui, mais attendez, qui regarde, à part vous, les prises de sang des 20 dernières années des patients? D'abord, il faut les avoir regardées, il faut les avoir conseillées. Et pourquoi regarder? C'est formidable. Qu'est-ce que ça nous apprend de regarder les prises de sang des 20 dernières années d'un patient? C'est formidable, vous imaginez pas tout ce qu'on va y voir. Des choses, parce que le docteur qui a vu le malade il y a 8 ans, il a dosé un truc que vous-même, vous n'auriez pas eu l'idée de doser. Et il va doser, pourquoi pas, la vitamine A. Et vous voyez, cette vitamine A, il y a 8 ans, était basse. Donc vous, tout de suite, vous dites, mais ça veut dire qu'au niveau de la partie de l'intestin qui absorbe la vitamine A, c'est-à-dire l'éléon, il y a une maladie. Et là, vous avez déjà mis le pied dans une maladie inflammatoire de l'intestin, une iléite, et donc maladie de Crohn. Vous voyez comment on rentre des fois là-dedans. Mais surtout, les maladies, elles s'expriment tout au long du temps. Quand vous avez une maladie, elle ne va pas s'exprimer tout au même moment. Si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, il y a 15 ans, vous avez fait des aftes. Ensuite, vous avez eu de la diarrhée. Il y a 5 ans, vous étiez constipé. Après, vous avez des douleurs musculaires, etc. Et c'est la réunion de tous ces signes sur 10 ou 20 ans, dont des signes biologiques, qui va vous dire, écoutez, vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin. Oui. Pourtant, on en parle beaucoup des fameuses Mickey aujourd'hui. Oui, je suis content de vous l'entendre. Non, c'est la mode. Parce que j'ai l'impression que personne ne parle jamais
de peut-être un aspect et une origine, une cause parasitaire. Alors, Je regardez. ne l'ai jamais entendu. Oui. Regardez, par exemple, ces fameuses Mickey. Eh bien, il y a 15 ans, vous regardez l'électrophorèse et vous voyez que le malade, il a une hypergamma, c'est-à-dire qu'il a trop de gamma-globulines. Ça, c'est un signe de parasite. Dites donc, madame, il y a 15 ans, vous avez fait des cystites? Ah bah oui, docteur, je fais des cystites, mais on ne trouvait jamais de microbes dedans. Ah ben c'est des fausses cystites. Vous faisiez des mycoses vaginales? Ah bah oui, je faisais... Ah, madame, c'était pas des mycoses, vous le savez, les mycoses, c'est pas comme ça. Non, mais ça me grattait et il y avait des pertes. Donc, ces pseudocystites étaient déjà C'est ce que dus- vous appelez les pseudocystites. étaient déjà en fait, dus à c'est des des vers. cystites qui n'en sont pas. qui n'en sont pas. Et donc, ça Donc, s'exprimait par une elles hypergamma. sont pas d'origine infectieuse. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. C'est ça que vous Elles expliquez. sont, exactement. Elles sont d'origine immuno-allergique. Et puis, il y a 3 ans, le même examen est fait et les gamma-globulines sont très basses, à 5 grammes. Ça veut dire que la Mickey s'est développée et que le malade il perd ses anticorps dans l'intestin. Donc, on voit 2 étapes, une il y a 15 ans et puis une dernièrement. Et là, vous faites toute l'histoire du patient. Et c'est ça, donc c'est ce recul sur 15-20 ans qui vous permet de vous orienter vers une origine parasitaire. Oui, en quelque sorte, puisque là, je vais trouver des anomalies sur le calcul des globules blancs. Et il y a une famille de globules blancs qui m'intéresse, ce sont les éosinophiles. On dit souvent, quand il y a une maladie parasitaire, il y a des éosinophiles. Donc le médecin lui regarde la dernière prise de sang, puis il ne voit pas. Puis il dit non, t'as pas. Mais ce qu'on n'a pas dit, ce n'était pas les éosinophiles tout de suite, c'est les éosinophiles au cours de la vie. Et donc on va avoir une augmentation, il y a 10 ans, tout va revenir normal. Il y a 2 ans, une nouvelle augmentation. Et ça, on appelle ça la courbe de Lavier. Et là, quand on a ça, on est sûr d'avoir des parasites. C'est sûr qu'en 10 minutes de consultation, c'est pas des choses qu'on peut voir. Donc, et c'est ça que vous expliquez dans votre livre. Il faudrait, et ça je ne sais pas qui le fait, parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, conserver le résultat de ces prises de sang toute la vie. Exactement. Ça, c'est le premier conseil que je donne toujours à mes patients. Gardez tout, ordonnance y compris, compte rendu de radio, tout chronologiquement. Parce que regardez, si en feuilletant les examens, vous voyez que la personne a eu des antibiotiques à destination pulmonaire, qu'il y a eu un compte rendu de radio, et qu'en même temps les éosinophiles étaient élevés, vous savez 10 ans après qu'il a fait une pneumopathie due à la migration de l'ascaris dans le poumon, alors qu'on l'a traité par antibiotiques à tort. Notre invité aujourd'hui, c'est le professeur Philippe Imbert, qui est professeur de médecine interne et dermatologie. Un dermatologue, c'est tellement rare d'avoir un dermatologue. Merci d'avoir libéré de votre temps. Alors c'est vrai qu'on a pris rendez-vous il y a un petit moment déjà, mais parce que trouver un dermato, c'est denrée rare. Oui. Alors je suis spécialiste en médecine interne, mais mon titre de professeur concerne la dermatologie. D'accord. Donc vous êtes professeur en dermatologie. En dermatologie. Bon, et spécialiste en médecine. Merci d'être là parce que je veux dire, trouver un dermato aujourd'hui, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Ouais. C'est très compliqué. Moi, je parle même pas en province. Alors là, c'est. Et pourtant, la dermatologie est le premier poste choisi par les internes aujourd'hui. Parce les que ça meilleurs rapporte internes. le plus. Je pense qu'aujourd'hui, il y a l'attrait de l'esthétique. Oui, c'est ça. Et on pense trop à tort que la dermatologie est une dermatologie immédiate. C'est-à-dire, on voit les boutons, on sait et on traite. Ben non, c'est pas ça du tout, en fait. Notre corps peut abriter 300 espèces de vers appelés helminthes et plus de 70 espèces de protozoaires. Combien sont pathogènes? C'est-à-dire combien peuvent déclencher des maladies? Alors, probablement nombreux, mais on en connaît quelques-uns. Alors, les protozoaires, ce sont des petits vers plats, unicellulaires, et les plus communs, ce sont les lambliases, qu'on appelle aussi des giardiases. Donc, le fait qu'il y ait 2 noms, ça ne facilite pas non plus les choses. C'est des petits parasites qui se trouvent tout de suite dans votre duodénum, à la sortie de l'estomac, et ce sont eux qui vont donner des rôes, des éructations, des petits inconforts digestifs hauts. Donc ça, il faut savoir y penser, parce qu'on n'aura pas d'autres signes. Et on donne une cure, 4 comprimés d'un médicament en une prise une seule fois, et c'est réglé. Ce même petit protozoaire, un autre de la... Alors comment on l'attrape? Parce que... On l'attrape avec la nourriture, également. C'est quoi? C'est les poissons? C'est les poissons pas cuits, les viandes pas cuites? C'est non, quoi? Comme ce sont des parasites qui vont finir par mourir dans les selles ou vivre dans les selles, c'est sur les cultures de végétaux, les carottes, les tomates que vous avez dans votre jardin, et c'est ça qui va porter des lambliases. À cause des engrais? Oui, des engrais souvent humains, etc. Ça peut être aussi les mains sales. Quelqu'un qui est passé aux toilettes qui ne s'est pas bien lavé, il vous donne la main, vous mettez la main à la bouche, vous attrapez les lambliases. Il y a beaucoup ce contact.
Et il y en a un autre qui s'appelle la trichomonase, qui est un petit parasite des organes génitaux. Il est très gentil, mais il est casse-pied. C'est-à-dire que le monsieur, il va venir vous voir plusieurs fois en disant « Docteur, ça va pas, j'ai une petite plaque rouge sur la verge qui disparaît, qui réapparaît, ça me gratte un peu, et on voit rien. » Et puis son épouse, elle veut faire la même chose. Ils se sont contaminés parce qu'ils ont utilisé le même linge de toilette. On appelle le linge chez nous le même serviette de toilette, vous voyez. Donc, mais c'est un tout petit parasite, et là encore, il se traite très facilement. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme. Alors, quels sont les examens que vous conseillez pour détecter une maladie parasitaire? Oui. Vous pratiquez l'analyse de sel? Non, oui, non, je l'ai fait, bien sûr. Et j'ai parfois des patients qui arrivent avec des analyses de sel qui sont soit négatives, c'est-à-dire on n'a rien trouvé, ce qui est en fait la majorité des cas. Des études allemandes ont montré qu'en effet, quand on avait des parasites, donc ils en ont eu la preuve a posteriori, quand on a des parasites, si on les cherche dans les selles, on ne les trouvera pas. Alors, je me suis fait une raison en me disant, effectivement, quel est l'être vivant assez stupide pour vivre dans des matières fécales? Donc, non, les matières fécales ne sont pas faites pour abriter des parasites. Donc, alors pourquoi on prescrit cet examen? Alors pourquoi on prescrit? Parce qu'on pense que c'est là qu'il faut les chercher, mais on n'a pas toujours bien réfléchi. Si les parasites sont dans l'intestin, c'est pas dans les selles, c'est dans l'intestin qu'il faudrait le trouver. Donc il faudra aller sur la villosité, là où il y a les cellules avec leurs grandes dendrites, sur lesquelles les parasites sont collés, et là on va les trouver. Mais comme on cherche un peu plus loin, on les trouvera pas. D'accord, donc une analyse de sel qui revient négative, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de parasites, c'est ça qu'il faut comprendre? Exactement, et en médecine, c'est souvent le cas. C'est pas parce qu'un examen est négatif qu'il n'y a pas. Bon, alors, est-ce qu'il existe des tests sérologiques? Oui, il existe des tests sérologiques. Le problème, c'est que ces sérologies vont vous rendre des résultats en IgG ou en IgE. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les anticorps, qui sont soit des anticorps de la famille des immunoglobulines G, soit des anticorps de la famille des immunoglobulines E. Donc si vous demandez ça, ça fait déjà 2 examens, ça coûte assez cher. Et puis vous pouvez avoir un examen qui va être conclu négatif. Vous avez 5 unités et le laboratoire a considéré que c'était 15 pour être positif. Et pourquoi le laboratoire qui a considéré qu'il fallait 15? Parce que eux, ils ont eu dans l'idée que s'ils trouvent des anticorps dans le sang, on devrait trouver les parasites dans l'intestin, dans les selles. Et donc, c'est quand il y avait 15 unités d'anticorps qu'on commençait à en trouver un peu dans les selles. Donc en fait, pour moi, une unité, ça suffit pour dire qu'on est bien infesté. On n'a pas besoin d'avoir des tonnes d'anticorps. D'ailleurs, je donne cet exemple, quand vous allez au bord du lac, il n'y a pas besoin de ramasser des poissons pour savoir qu'il y a du poisson. Vous pouvez voir juste des petites bulles d'air, le poisson qui mouche, ça suffit. Et la bonne médecine, c'est d'aller repérer ces tout petits signes. Donc, un sérodiagnostic, des anticorps contre les parasites à des taux très faibles, ça suffit largement. Qu'est-ce qu'on doit regarder donc sur la prise de sang? C'est quelle ligne? Et bien sûr, les prises de sang banales que fait le médecin pour toute chose en médecine, c'est les éosinophiles, c'est la 2e ligne des globules blancs. Et qui va être augmentée une fois de temps en temps. Et puis, il peut y avoir la première ligne où les polynucléaires neutrophiles peuvent être abaissés. Quand vous parlez de parasites, de quoi parlez-vous? Puisque les parasites appartiennent à plusieurs familles. On en a évoqué une tout à l'heure, mais il y a plusieurs familles. Oui. Alors, les parasites, c'est un terme assez global. D'ailleurs, au Moyen-Âge ou un petit peu après, on appelait parasite une personne qui se mettait, un convive qui venait à votre table pour vous amuser, et on appelait ça le parasite. Bon, ça vient du latin parasitus, du grec parasitos, j'ai lu ça tout à l'heure, je ne suis pas très savant pour dire ça. Et tout est parasite, j'allais dire. Ce sont des êtres vivants, donc qui peuvent être des virus, des bactéries, ou ce qu'on appelle les parasites, qui vivent à nos dépens. On a gardé le terme virus pour les virus, bactéries pour les bactéries, et pour ces êtres pluricellulaires en général, comme les vers, on a pris le terme de parasite. Voilà. Alors ils peuvent être opportunistes, ils peuvent être saprophytes, c'est-à-dire qu'ils peuvent être inutiles mais ne nous faisant pas de dégâts. On dit saprophyte. Saprophyte, exactement. Ouais. C'est pas le mot ça me profite, c'est SAPROPHYTE, c'est-à-dire qui vivent avec nous. Merci de préciser. On se couchera moins con ce soir. Pardon pour le mot, faut moins bête. Exactement. Mais quand on l'entend, on dit ça profite à qui? Voilà. Mais... Et alors, quelles sont les autres familles, les autres familles de parasites qui nous habitent, on va dire les plus grandes. Hein. Oui. Alors, vous avez évoqué les protozoaires tout à l'heure, et maintenant, il faut parler des vers ronds, qu'on appelle les nématodes. Bon, ils ont un nom, nématodes ou helminthes. Donc, ce sont des vers ronds
qui ressemblent. C'est les mêmes. Et helminthe et nématode et vers rond, c'est la même chose. C'est les mêmes choses. Oui. Vers rond. Vers rond. Ouais. Parce qu'ils sont de forme ronde. Et là, c'est la famille de l'ascaris. Alors, ça va d'un tout petit parasite comme ça, qui fait 2 cm, qui est le trichocéphale, jusqu'à l'ascaris, qui peut faire 20 ou 30 cm. Donc, c'est énorme. Et quand vous éliminez un ascaris, je peux vous dire que ça fait du bruit dans les toilettes, parce que quand ça tombe, plouf. Et parfois, il y a même un paquet d'ascaris, qui sont parfois la cause d'appendicite. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont des crises d'appendicite? Eh bien, le chirurgien, avant d'opérer, s'il avait pu repérer sur une prise de sang, il y a quelques mois ou quelques années, une augmentation des fameux globules blancs, peut-être qu'il n'aurait pas opéré, il aurait donné un traitement antiparasitaire. Donc voilà, ça c'est les vers ronds, et puis il y a les vers plats, qu'on appelle les plats helminthes. Plats helminthes, et ça c'est la famille des ténias. Ténia du porc, ténia du bœuf. Et ces ténias, on les attrape en mangeant de la viande pas cuite. Ce qu'on appelle, par exemple, le ver solitaire. Voilà, le ver solitaire. Ça, c'est les ténias. Qui peut ne pas l'être, comme vous expliquez dans votre livre. Oui. Parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Exactement. Il appartient à la famille des ténias. Vous expliquez que le ver solitaire du porc a quasiment disparu. Oui. Il pouvait être dangereux, celui-là, parce que dans ses formes kystiques, il pouvait se retrouver dans le cerveau et donner une maladie qui s'appelle la cysticercose. Et on a vu dans des journaux il n'y a pas très longtemps un cas comme ça pour faire peur un petit peu aux gens. Fort heureusement, je n'en ai jamais vu. Mais ils restent en général dans l'intestin. Et ils font dépérir un peu la personne, qui va perdre du poids. Parce que ces parasites vivent à nos dépens. Les uns vont manger notre nourriture, d'autres vont prendre même notre vitamine B12. Il y a un ténia des poissons qui s'appelle le botriocéphale, des poissons froids, des lacs froids du Nord. Eh bien, si vous voyez quelqu'un qui se gratte, allez, et puis qui a un peu d'éballonnement, et qui a un taux de vitamine B12 qui baisse, vous devez évoquer la présence de ce parasite, le ténia des poissons froids, des lacs froids. C'est pas que la viande. Non. Est-ce que la cuisson résout le problème? Oui. Donc la cuisson pour ces parasites va résoudre le problème. Heureusement, on sera protégé. Pour les viandes aussi, c'est pareil? Pour les viandes aussi. Pour ça qu'il faut bien faire cuire. Il faut bien faire cuire. Donc attention au bœuf tartare, attention au carpaccio. Et je sais que, par exemple, en Russie, c'est les observations qui le disent, on mange beaucoup de très bons bœufs tartare, mais on peut attraper un ténia. Sauf que maintenant, les carpaccio, ils les congèlent. Alors, est-ce que ça résout le problème? Est-ce que le froid, à contrario, a le même effet que la cuisson? Vous me posez une colle, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder. Oui. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser avec le froid, avec la congélation? Ça, je ne sais pas. Oui. Tiens. C'est une bonne question. Bien, vous reviendrez pour... la suite. Ah, c'est bien, je suis content. Ah ben, vous allez me piéger, vous savez, je ne suis pas... Non, je ne veux pas vous piéger. Non, mais c'est sympa d'en parler, parce que... C'est pas le but, mais c'est vrai qu'on parle souvent de la cuisson, mais c'est vous qui m'avez amené sur le terrain du carpaccio, beaucoup de carpaccio. Mais heureusement qu'il y a des personnes comme vous qui posaient des questions, parce que nous, médecins, on se pose pas la question, on serait cuisinier, peut-être qu'on se poserait la question, mais c'est une question très intéressante que vous posez là. Et je vais, bien entendu, chercher la réponse, parce que c'est l'intérêt de cette question. Plusieurs familles donc de parasites. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, alors il y a les parasites, ça c'est les endoparasites. Je crois qu'on a quasiment fait le tour. Qu'on a donc en nous. En nous, à l'intérieur. Ouais. Et savoir qu'ils sont dans l'intestin mais qui se baladent. Et parmi d'ailleurs certains parasites, il y en a qui se baladent tellement, sous forme de larves, qui donnent une maladie, la toxocarose, qui est une maladie très fréquente, qu'on attrape surtout en compagnie des chiens, quelque part là où il y a des chiens, et que ce parasite, il va donner... Des problèmes extrêmement graves parfois. Donc dans le livre, l'histoire d'un petit garçon qui a perdu son œil parce que le parasite a simulé une tumeur de l'œil. Alors ce que vous expliquez, c'est que la toxocarose, c'est une maladie plutôt fréquente. Oui, exactement. Et alors absolument méconnue. Méconnue, oui. Et quand on dit plutôt fréquente... on considère que 30% des chiens sont parasités et que 5% de la population serait porteur de parasites. Toxocaraganis. Mais ils peuvent être porteurs sains, hein. C'est ça qu'il faut expliquer. Il peut ne pas y avoir de symptômes. C'est vrai pour beaucoup de maladies. Ouais. Qui ne s'expriment pas. Qui peut avoir une salmonelle, une bactérie assez sérieuse qui donne la fièvre typhoïde et ne jamais être malade. Donc effectivement, vous pouvez être porteur sain. Mais est-ce que vous pouvez le transmettre? Là, ça va se transmettre non pas directement d'homme à homme, mais dans les bacs à sable. Vous emmenez le petit jouer dans le bac à sable. Un chien est passé il y a 3 semaines, il a fait une crotte. Là, au milieu, dans le sable, il y a des œufs de Toxocaraganis. Et le gamin, il va mettre les mains à la bouche et ça y est, le truc est parti. Oui, vous le faites exprès, on va se regratter. Ah oui.
Et puis, il y a les ectoparasites, puisque vous m'avez ouvert la porte à cela. Donc, les parasites extérieurs qui se trouvent sur la peau. Et là, on a les poux, les morpions. On n'en voit pas beaucoup. On n'en voit pas beaucoup. La gale. Le dernier que j'ai vu, c'était un morpion qui s'était trouvé dans les cils. C'était assez marrant. C'était un militaire qui avait voulu jeter un coup d'œil, j'allais dire, à un endroit mal placé. Et donc, il avait attrapé un morpion. Non, j'ai cru que le morpion était remonté. Non, il n'était pas remonté. Non, c'est l'œil qui était descendu. Là, il a descendu. Et donc, il avait une blépharite, et le pauvre, il avait l'œil rouge qui grattait. Et bon, pour rendre à César ce qui est à César, c'est un de mes collègues qui a fait le diagnostic et qui a vu le parasite sur les cils. Formidable. Et les poux, alors, c'est un parasite aussi ? Les poux, c'est un parasite, mais c'est des petits crabes. Ils ont 3 paires de pattes, et donc ils se baladent comme ça, ils se déplacent, etc. Et puis il y a la gale. Donc tout ça, ça appartient à la gale qui revient, on en reparlera, parce que vous avez une anecdote. Vous avez des anecdotes dans votre livre, puisque vous citez des cas de patients. C'est ça, c'est beaucoup d'anecdotes pour essayer de faire comprendre. Aux gens, voilà, comment on se retrouve à avoir à traiter des parasitoses. Le professeur Philippe Imbert est notre invité. Je rappelle, professeur, montrez-le à la caméra, puisque l'émission est filmée, que vous publiez Les parasites, ces hôtes invisibles. Alors, pas si invisibles que ça, puisque les morpions, on les voit. Oui, les poux aussi, on les voit. Quoique, quand on les voit pas et que ça gratte, il faut être convaincu que c'est quand même des morpions. Ou quand vous avez un cuir chevelu qui gratte exclusivement le cuir chevelu et que vous voyez rien, il faut être sûr que ce sont quand même des poux. C'est une histoire que je raconte où j'ai été sauvé par la grand-mère qui, elle, les a vus. Qui les avait vus. Heureusement. Le professeur Philippe Imbert est notre invité. On parle des parasites aujourd'hui et vous expliquez dans votre livre que les vers suscitent une réaction immunitaire de type allergique. Qu'est-ce que ça nous apprend et pourquoi est-ce que c'est important ? Oui, alors c'est un bon moyen mnémotechnique pour se rappeler que le principal effet, ça va être des démangeaisons. C'est comme ça, en tout cas, que j'explique. Les parasites vont induire une réaction immunitaire qui va consister à la production d'immunoglobulines, donc d'anticorps, comme c'est classique, mais les bactéries et les virus vont faire produire des anticorps IgG, la famille des G. Eh bien, les parasites vont susciter la production d'anticorps IgE, qui sont justement les anticorps d'allergie. Si vous êtes allergique à la noisette, vous avez des IgE contre la noisette. Eh bien, ces IgE produites sous l'action des parasites, j'explique que ça pourrait expliquer, mais les immunologistes vont sourire ou se moquer de moi, mais ça permet de comprendre que les parasites entraînent des démangeaisons, voire même de l'urticaire. Ça vous chatouille ou ça vous gratouille. Oui. Alors il y a des exemples dans votre livre, oui. Et ça peut gratouiller dans des endroits pas du tout glamour, et nous allons en parler maintenant. Donc, oui. âme sensible, éloignez-vous de votre radio un instant, parce que ça gratte, et ça peut gratter, vous aussi mesdames, ça peut vous gratter ce que vous appelez gentiment, pour pas utiliser l'autre mot, au derrière. Oui. Et là, qu'est-ce qu'il faut suspecter ? Alors, il est clair que quand une personne, homme ou femme, a un prurite, c'est le terme pour dire démangeaison, de l'anus, c'est toujours difficile à poser comme question, parce que la personne n'a pas envie de répondre oui tout de suite, parce qu'elle dit, si le docteur, du coup, il me saute dessus et m'examine, je ne suis pas préparé. Bon, donc, c'est souvent, on va le chercher, est-ce que dans le passé, vous avez eu des démangeaisons à l'anus ? Donc, souvent, on va pouvoir le dire. Donc, ces démangeaisons à l'anus, jusqu'à preuve du contraire, c'est parce qu'il y a des parasites, quelque part, dans l'intestin, assez haut placés, qui induisent une réaction et qui va entraîner la démangeaison à l'anus. Donc, il faut faire un test thérapeutique aux antiparasitaires. Trop souvent, on dit « Ah bon, vous avez peut-être des parasites, on va les chercher dans les selles, et comme on ne les trouve pas, le malade n'est pas traité. Que risque-t-on de le traiter ? Si ce n'est de le guérir 9 fois sur 10. Mais également, chez la femme, ça va donner des démangeaisons à l'avant, cette fois. Donc, des vulvites. Mais que les dames vont appeler des mycoses. Pourquoi ? Parce que ça gratte et il y a des écoulements, des pertes. Elles disent, je fais des mycoses à répétition. Ce ne sont pas des mycoses, elles n'ont aucun signe de la candidose, mycose, candidose. Donc ce sont Parce que les mycoses sont dues à un champignon. Exactement, les mycoses sont dues. Et souvent, elles disent, je fais des cystites, des infections urinaires. Oui, on a comme l'impression d'avoir une infection urinaire, mais ce n'en est pas une. D'ailleurs, les patients en sont conscients, ils regardent les analyses, ils disent, docteur, il n'y a pas de microbes. Oui, mais ça fait rien, on va quand même vous donner des antibiotiques. Non, s'il n'y a pas de microbes, c'est une fausse cystite qui est due aux parasites. Mais là, on est en train de parler de personnes qui parfois sont soignées pour des cystites chroniques. Oui, c'est ça. Eh bien, il y a une femme qui m'a écrit, docteur, en me traitant les parasites, vous avez mis fin à 17 années d'errance médicale de mes cystites et de mes mycoses.
Alors, il faut traiter tous les 6 mois. D'accord, mais toutes les cystites ne sont pas dues à des parasites. Non. C'est pas ce que vous dites, il faut expliquer, parce que sinon les gens vont dire... Toutes les dire... cystites ne sont pas dues, mais les cystites non bactériennes, c'est-à-dire où il n'y a pas les microbes, ou alors où il n'y a pas les globules blancs, parce qu'une cystite, c'est défini par un nombre précis de microbes et un nombre précis de globules blancs polynucléaires neutrophiles. Si on n'a pas cette définition, c'est une fausse cystite. Et là, on a les cystites dues aux parasites, qui sont dans l'intestin. On a les cystites à urine claire. Alors, qu'est-ce que vous appelez les cystites à urine claire ? C'est une maladie, on va dire, neurovégétative. C'est-à-dire que c'est le système nerveux végétatif qui innerve la vessie, qui va rendre celle-ci un petit peu plus sensible. Voilà. C'est les 2 grandes causes de démangeaison de cystite, on va dire, d'infection urinaire. Voilà, les 2 grandes causes. Et alors là, donc, s'il n'y a pas de bactéries, il faudrait suspecter une origine parasitaire. C'est ça que vous voulez dire. Exactement. Et alors après, vous traitez comment ? Eh bien, on traite systématiquement. Moi-même, je ne vais pas chercher d'autres preuves que ça. Pour moi, ça suffit. On a des cystites, des mycoses, donc c'est parasitaire. Et donc, je traite par le médicament albendazole et on prend des nouvelles 15 jours après, comment ça va ? Et en principe, docteur, je suis guéri. Et puis, 6 mois après, la personne me retéléphone, dit, docteur, j'ai l'impression que je refais une cystite. Et là, on refait une cure. Pour les infections urinaires dont vous parliez tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut rechercher dans l'analyse d'urine ? Eh bien, les globules blancs. C'est ça. Globules blancs, c'est ça qui c'est 100 000 globules blancs. C'est ça l'indicateur. C'est ça. Pareil pour les mycoses, donc pareil, vous dites que les mycoses vaginales, voilà, pareil. Ce ne sont pas des vraies mycoses. Ce ne sont pas des vraies mycoses, donc c'est ça important de le dire. Les mycoses, c'est rouge, vous savez, il y a des dépôts de lait caillé, comme du lait caillé dessus, mais on n'a pas ça entre les jambes quand on est une femme, quand on appelle ça une mycose. On a plutôt des démangeaisons, ça peut être éventuellement un peu rouge, ça gratte beaucoup, c'est gonflé, un peu presque comme l'urticaire, et puis il y a des pertes, donc on met des protections. Mais vous, dans votre livre, vous dites que les mycoses sont rares en médecine humaine. Ah oui, les vraies mycoses. C'est vous qui écrivez ça, donc. Ah non, j'ai vu ça un jour dans un magazine médical qui s'appelle Le Généraliste, et ça m'a beaucoup plu, parce que on croit que c'est fréquent. Donc vous avez une maladie de l'ongle, on va dire mycose. Pas du tout. Il peut y avoir des ongles complètement abîmés, jaunes, hyper épais, et c'est pas des mycoses. Vous avez une plaque rouge sur le bras, on va dire mycose. Et donc, quand je fais mon cours, j'appelle ça mycose toujours, tu m'intéresses. Donc pourquoi ? Parce que ce journal Le Généraliste a écrit, quand un médecin pose le diagnostic de mycose, il a 7 chances sur 10 de se tromper. Allez, on termine avec le glamour, et après je vous laisse, on va revenir à des choses... Plus correct. Bien sûr. Pourquoi les hommes devraient-ils s'essuyer quand ils font pipi ? Ah oui, ben là c'est un problème, et d'ailleurs j'ai enlevé quelques phrases parce qu'on m'a dit, écoute, t'exagères un peu, c'est pas trop... Déjà vous exagérez un peu. D'accord, donc il fallait pas exagérer. Mais on a éloigné les âmes sensibles, donc vous pouvez y aller. Mais c'est vrai qu'il faut, c'est l'hygiène, les femmes, les mamans expliquent aux petites filles comment s'essuyer après les toilettes. Donc tu as fait pipi, tu t'essuies. Tu as fait caca, tu t'essuies comme ça, surtout pas de l'arrière à l'avant, parce que tu risques d'amener des bactéries de l'arrière vers l'avant. Donc on apprend ça. Aux petits garçons, personne ne leur apprend. Et quand vous avez 50 ans, et que vous n'avez pas été circoncis, vous avez un prépuce qui est parfois long, qui peut très bien se décaloter, mais vous allez faire pipi, et comme vous êtes pressé, vous ne décalotez pas. Et vous faites pipi à travers du prépuce. Alors déjà, c'est pas correct pour les toilettes, parce que le jet va partir un peu dans tous les sens. Et puis, il va rester de l'humidité sous cette peau qui recouvre le gland. Et cette humidité, vous allez la garder toute la journée. Et à un moment donné, à force d'avoir cette humidité, vous allez faire une balanite de surinfection. Des microbes vont se développer là-dedans, dans ce milieu humide. Donc, il est hautement conseillé à une personne qui, de plus, à 50 ans, ne retient pas la dernière goutte. Vous savez, il y a toujours la petite dernière goutte qui reste et qui va rester humide. Eh bien, il faut déjà décaloter, faire pipi, et après le pipi, bien s'essuyer avec du papier, comme le font les dames. Et puis, voilà, on est tranquille. Et quand on a un monsieur qui vient vous voir en disant « Mais regardez dans quel état je suis », qu'il a une balanite de macération, c'est le seul traitement et ça marche très bien. Je vous l'avais dit qu'il était glamour. Mais c'est aussi le langage des docteurs. Oui, c'est un langage qu'on a perdu. Oui, il n'y a plus aucun médecin qui vous parle de ça. C'est un langage qu'on peut garder dans un cabinet médical entre médecin et patient. Bien évidemment, c'est pas le genre de choses qu'on va parler en couple, en famille. C'est vraiment pas le genre de choses qu'on peut dire à la radio. Ah non.
Surtout pas. Non, surtout pas. Surtout On va pas le dire à la radio. D'ailleurs, je viendrai jamais à la radio Non, pour parler non, de trucs pour comme parler de ça. On m'a jamais posé de telles questions. Alors, ah non, j'ai pas fini avec le glamour. Alors, un mot compliqué qui veut dire pipi au lit. Énurésie. Voilà. Donc, quel est le lien entre les vers et l'énurésie? Et pourquoi finalement des petits garçons qui font encore pipi au lit à 10 ans devraient être orientés vers la solution des parasites? Oui. Alors, l'énurésie, c'est un peu comme la cystite, de la fille, de la petite fille ou de la dame. C'est un peu l'équivalent. Avec deux causes, on s'est aperçu par l'observation que les petits garçons, les petites filles qui faisaient pipi au lit encore à 8 ans, 9 ans, avaient des vers. Alors, soit ce sont les petits vers qui se trouvent dans l'anus, qu'on appelle les oxyures, et qui peuvent, là, ils sont pas loin du système génito-urinaire, ils peuvent titiller un petit peu la vessie et vous pousser à faire pipi la nuit. Et puis la deuxième cause, c'est ce qu'on appelle les énurésies dues à des troubles de l'innervation de la vessie par le système neurovégétatif. Dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Mais alors, pourquoi ça concerne les petits garçons et pas les adultes, ces petits vers? Les petits vers de l'oxyure concernent plutôt les enfants. Les enfants, oui, ouais, d'accord. Parce qu'ils vont se les transmettre avec les mains sales, ils sont D'accord. moins précautionneux que les adultes. Donc tout ça, ça passe à l'âge adulte. Oui. C'est ça qu'il faut comprendre. L'énurésie passe à l'âge adulte. On va parler de l'eczéma atopique de survenue tardive, donc après 50 ans, localisé au niveau des mains et du visage. Qu'est-ce que cette observation d'eczéma nous apprend? Oui, alors l'eczéma, mis à part l'eczéma de contact, vous avez une boucle d'oreille, faites de l'eczéma à l'endroit de la boucle d'oreille, c'est pas difficile, c'est dû au contact avec le nickel. Mais un eczéma qui touche différentes parties du corps, de surcroît, de façon symétrique, la cause, elle est interne. Et la cause, elle est toujours intestinale. Toujours. Il peut y avoir en plus un autre facteur, mais elle est toujours intestinale. Quelle est la première cause? C'est les intolérances alimentaires, les allergies alimentaires et les parasites. Quelqu'un qui a un eczéma sévère, premièrement, c'est le lait de vache. C'est le gluten. Par là-dessus, il y a les parasites, et parfois il y a les allergies à l'arachide, à la pomme, etc. Ça, c'est vraiment, malheureusement, c'est connu depuis 20-30 ans, mais ce n'est pas mis en pratique. Pourquoi? Parce qu'on sort d'une époque qui voulait de l'évidence base médecine, il fallait que tout soit l'évidence based médecine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Que tout devrait être démontré avant de tirer des conclusions, mais c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faudrait la preuve scientifique, c'est ça? La preuve scientifique, on n'aura ça que dans 1000 ans. Donc, les observations sont suffisamment... Et puis, chaque médecin va se faire sa propre pratique. Un nourrisson qui est couvert d'eczéma au 6e mois, vous arrêtez le lait de vache, le lait maternisé, vous donnez un lait non allergénique, et en 3 semaines, l'enfant guérit. Tout médecin peut faire cette observation tout seul. Et on pourrait réunir les observations, ça a été fait bien évidemment. Donc, l'eczéma, premièrement, intolérance aux protéines de lait de vache qui ne sont pas faites pour nous, caséine, lactoglobine, lactalbumine, qui ne sont pas faites pour le corps humain, c'est fait pour les petits veaux, mais pas pour les humains. Ensuite, le gluten, parce que le gluten, ça a bougé, c'est devenu quasiment un organisme génétiquement modifié, et puis les parasites par là-dessus, qui profitent de la maladie de l'intestin due au gluten, pour s'installer. D'accord. Donc là, c'est pas des parasites, c'est des allergies. Dans les eczémas, c'est des intolérances. C'est des intolérances et des allergies. Et c'est les parasites en même temps. D'accord. Parce que j'ai beaucoup plus de succès en enlevant le lait, le gluten et en traitant les parasites que si je ne faisais qu'enlever le lait et le gluten. En fait, dans votre pratique, il faut tout faire. Vous avez rajouté le traitement parasitaire au retrait du gluten et du lait. Vous avez tout compris, c'est ça. Et quand je dis s'il y a 3 trous sur un tuyau, si vous n'en bouchez que 2, mais docteur, le lait, je l'ai déjà supprimé, ça fait 5 ans que j'en prends plus, le gluten, je n'en prends plus depuis 2 ans, et j'ai toujours mon eczéma, eh bien, le 3e trou, c'était les parasites. En parlant de trous, quand ça gratte les fesses, vous dites qu'il faut regarder la bouche. La bouche, oui. Alors là, oui. C'est une histoire que, bien sûr, parce que c'est une muqueuse comme une autre, et qui sont toutes les deux... Mais quel lien? Eh bien, la muqueuse buccale, la muqueuse anale font tous les deux partie du tube digestif. Et quand on regarde une muqueuse anale, c'est pas facile de regarder, parce que c'est au fond, c'est plissé, il y a parfois de la pilosité qui gêne à la visualisation des troubles. Et bien parfois, c'est en regardant la bouche qu'on va voir la même maladie, mais qui ne fait pas souffrir dans la bouche. Ce qui a été le cas de cette dame qui s'était insurgée de m'entendre lui dire en regardant sa bouche. Ouvrez votre bouche. Ouvrez votre bouche. Et là, je lui dis, après avoir examiné l'anus, ça y est, madame, j'ai tout compris. Ah, mais docteur, pour qui vous me prenez? Je suis une femme honnête.
Ben oui, elle avait une maladie qui s'appelle un lichen plan de l'anus. Et heureusement, elle avait le lichen plan au niveau de la bouche. Et donc, j'ai pu faire le diagnostic. Où est-ce qu'on trouve un bon parasitologue ? Alors, les bons parasitologues, je pense qu'il y en a beaucoup. Les parasitologues sont en général des biologistes, donc ils connaissent parfaitement la biologie. C'est à eux qu'il faut porter les prélèvements quand vous suspectez avoir quelque chose dans votre tube digestif. Des parasitologues cliniciens, c'est plus difficile à trouver. Il faut avoir une grande expérience de malades qui n'ont pas forcément des maladies directement liées aux parasites. Quand on l'a vu, l'eczéma, l'urticaire, rien ne dit que c'est lié aux parasites dans un premier temps. Donc ce sont surtout les cliniciens, dermatologues et spécialistes de médecine interne qui vont prendre en charge ces maladies parasitaires. Sinon, on vous donne votre 06. Hein. Surtout pas. Je laisse votre 06 au standard. Bien, je rappelle que vous publiez Les parasites, ces hôtes invisibles qui envahissent notre corps chez Guy Trédaniel. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. On va vous laisser repartir à Besançon. Merci en tout cas de vous être arrêté chez nous. Vous êtes passionnant. Votre livre est passionnant également et je vous souhaite de passer une très belle journée santé sur Beurre FM.